Bonjour, sur LCI et Radio Classique ce matin, nous recevons Geoffroy Didier, l'un des cofondateurs de la droite forte. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Bon, vous voyez, le président François Hollande sait être ferme, il sait imposer ses décisions. Il l'a fait hier face aux dirigeants des clubs de foot français en imposant, tenant bon sur cette taxation à 75% des salaires supérieurs à 1 million d'euros. Il a eu raison d'être ferme ? Vous plaisantez, j'imagine, de si bon matin. Non, cette histoire est le énième épisode d'une opération de démagogie ridicule de François Hollande depuis la campagne présidentielle. Souvenez-vous qu'il nous avait parlé de la taxation des plus riches, des 75%, nous expliquant que la crise économique mondiale, il en faisait son affaire puisqu'il allait taxer les plus riches. Et puis, d'ailleurs, lui-même ne croyait pas à sa proposition démagogique. Souvenez-vous aussi de cette vidéo sortie pendant la campagne présidentielle où on le voyait expliquer que, bien sûr, que cette surtaxation des riches ne serait pas efficace puisque les riches partiraient. Eh bien, c'est ce qui se passe. Les riches sont partis. Et qui est-ce qui trinque ? Eh bien, ce sont les plus exposés à la crise. Les joueurs de foot sont pas les plus exposés à la crise. Non, mais j'y viens, puisque je vous dis que c'est le énième épisode. Et puis ensuite, le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, a expliqué que cette surtaxation des riches était anticonstitutionnelle. Donc, plutôt que de faire payer les riches, on fait payer les entreprises. Vous trouvez, vous, que c'est une bonne nouvelle, qu'il s'agisse de clubs de foot ou d'autres entreprises, que les entreprises soient elles aussi victimes de la démagogie de François Hollande ? Les Français sont en train de payer la facture de la démagogie de François Hollande. Là, voilà la réalité. Donc, derrière cette apparente fermeté, qui ne fait d'ailleurs mieux que cacher la faiblesse du quinquennat de François Hollande, eh bien, honnêtement, il y a de la démagogie. Et la France est en train d'en payer la facture. Mais comment expliquez-vous alors le fait que cette mesure est très populaire chez les Français ? On a encore vu les derniers sondages. Les gens avaient envie, effectivement, que cette taxe soit imposée, notamment aux clubs de foot. Pourquoi, selon vous ? Mais c'est là où est la démagogie. C'est que, bien sûr, que si vous expliquez que les riches doivent payer et que les pauvres ne doivent pas payer, les Français sont d'accord. C'est normal. C'est même une logique qu'on peut imaginer, surtout dans une période de crise économique mondiale. Mais le problème, c'est que la réalité, c'est le contraire. C'est que ceux qui payent aujourd'hui, ce sont les plus exposés à la crise. Ceux qui payent aujourd'hui, ce sont les retraités, ce sont ceux qui sont obligés aujourd'hui de faire des emprunts pour payer leur impôt sur le revenu. C'est l'épargne populaire qui est surtaxée avec les 24 millions de contrats d'assurance vie qui sont aujourd'hui surtaxés. Et en plus d'être surtaxés, ils sont surtaxés de manière rétroactive. C'est-à-dire que si vous, Christophe Jacubizine, vous avez un contrat d'assurance vie, que vous avez mis de l'argent il y a 16 ans, en 1997, on vous explique, François Hollande vous explique, en 2013, qu'il va surtaxer cet argent. Voilà la réalité. Donc ça, ce qui se passe aujourd'hui avec les clubs de foot, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est celle d'une surtaxation des ménages et des entreprises. C'est ça la réalité de François Hollande aujourd'hui et rien d'autre. Alors, l'État français doit réduire les déficits, jusque-là vous êtes d'accord avec le gouvernement actuel ? Oui, mais c'est François Hollande qui n'est pas d'accord, manifestement. Alors, ils ont apparemment plutôt privilégié pendant les 2 premières années les hausses d'impôts. Est-ce que vous dites, c'est ce que dit Jean-François Copé, le patron de votre parti, qu'il faut davantage réduire la dépense ? Concrètement, si vous étiez au pouvoir demain, vous, Geoffroy Didier, je vais vous donner des exemples. Donnez-moi des exemples de ce que vous réduiriez et quelles seraient les conséquences pour les Français. Je suis conseiller régional d'Île-de-France. Donc, je vois concrètement où en sont les collectivités territoriales lorsqu'elles sont dirigées par des socialistes. Et je suis choqué. Je suis choqué à chaque séance plénière du Conseil régional d'Île-de-France de voir le décalage qui existe entre les discours de vertu que le Parti socialiste nous assène et la réalité des actes et la réalité des votes. Et ça, il faut que les Français le sachent, notamment les Franciliens. Je vous donne un exemple concret. De vote que vous avez rejeté. Jean-Paul Huchon a fait acheter par les 11 millions de Franciliens qui nous écoutent, les 11 millions de contribuables, un hôtel particulier à Saint-Germain-des-Prés pour y loger les vice-présidents de la région. Est-ce que vous trouvez ça sain ? Est-ce que vous trouvez ça logique dans une période de crise ? Et ça, comme par hasard, personne ne le dit. Et vous savez qui a voté aussi cet hôtel particulier ? Cécile Duflot. Mais c'est la démagogie que de dénoncer la gabegie. Mais vous savez bien que c'est pas, vous avez sans doute raison, mais c'est pas là-dessus qu'on va vraiment faire des économies. Quelles sont les prestations sociales ? C'est une question. Quel morceau de notre système social on va devoir sacrifier parce qu'on n'a plus les moyens, selon vous ? Il faut diminuer les dépenses de manière considérable, avec des réformes de structure que Nicolas Sarkozy avait lui-même engagées, à laquelle il s'était employé. Vous savez bien que pendant le quinquennat, les dépenses de l'État n'ont pas diminué. Alors, ça c'est un mensonge du Parti socialiste dont vous faites malheureusement l'écho, faute d'information, donc je vous apporte l'information ce matin. La trajectoire de réduction des déficits publics a été jugée
je le cite, la phrase ne vient pas de moi, elle ne serait pas crédible à vos yeux si elle venait de moi, elle vient de la Cour des comptes, dirigée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy par un socialiste. Cette trajectoire de réduction des déficits publics a été jugée exemplaire. Que les dépenses de l'État ont diminué pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Moi aussi, j'ai les chiffres. La trajectoire peut-être, mais les dépenses de l'État n'a pas fait d'économie. L'important, c'est pas tant le résultat final, parce que le résultat final prend des années. L'important, c'est la trajectoire. L'important, c'est la volonté politique. L'important, c'est le courage de s'attaquer à des réformes de structure, comme Nicolas Sarkozy l'a fait avec le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. On dit aux Français que c'est une question de trajectoire. Vous savez très bien que Nicolas Sarkozy, quand il s'est fait élire... Mais il y a ceux qui prennent la bonne trajectoire et ceux qui prennent la mauvaise. Manifestement, on prend la mauvaise en ce moment. Quand il s'est fait élire en 2007, dans son programme, dans ses discours, il y avait l'idée qu'effectivement, il y avait une RGPP, si je puis dire, de la protection sociale à faire et qu'il y avait des prestations sociales qu'il faudrait sacrifier. Or, vous le savez très bien, ça n'a pas été fait. Donc concrètement, en 2017, est-ce que vous envisagez de baisser certaines dimensions, certains volets de la protection sociale et lesquels ? Mais bien sûr, il faut par exemple, sur les médicaments, moi je suis contre la gratuité des médicaments. Parce que je trouve que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et qu'il faudrait que tous les assurés sociaux... des médicaments ? Non, je dis juste la gratuité absolue de certains médicaments. Il faut que chacun paye un peu. Je suis pour la suppression... sauf pour les gens qui sont à 100% parce qu'ils vous sont voulez atteints des exemples concrets ? Je graves. vous en donne. Bon, je suis pour la suppression de l'aide médicale d'État. Il n'est pas normal que pour les Français, il y ait une franchise allant jusqu'à 50 € par an, alors que pour ceux qui ne respectent pas nos règles et nos valeurs, je n'ai rien contre eux sur le principe, mais le fait est qu'on ne peut pas traiter de la même manière dans un pays, dans un état de droit, les immigrés clandestins et les immigrés légaux. Je suis donc pour la suppression de l'aide médicale d'État pour les immigrés légaux. Vous voulez des exemples concrets ? C'est clair. 600 millions d'euros par an. 600 millions d'euros par an. C'est précisément ce que vaut la surtaxation de l'épargne populaire par François Hollande. Vous voyez qu'il y a des choix politiques à opérer. François Hollande préfère, lui, surtaxer l'épargne populaire. Moi, je préfère taxer ceux qui ne respectent pas nos règles. Vous voyez la différence de philosophie d'action ou pas ? On va changer de sujet. La polémique hier, c'était les déclarations de Marine Le Pen hier matin. Après avoir vu le retour de nos 4 ex-otages sur le tarmac, vous savez, elle a été surprise par leur apparence physique. Notamment, elle a trouvé que les barbes étaient curieusement taillées, qu'ils portaient des chèches. Est-ce que vous avez eu le même sentiment quand vous avez vu les images ? Chaque citoyen, devant sa télévision, a le droit de s'étonner de la taille de la barbe d'un otage ou de la question de savoir si l'État devait verser des rançons. C'est le droit le plus strict de chaque citoyen. Et vous, mais le rôle... Et vous, votre sentiment sur ces 2 sujets d'ailleurs ? Non, mais je vous dis, le rôle d'un responsable public, c'est de hiérarchiser les priorités. Et aspirant moi-même à être un responsable public, je dis que la priorité, c'est la libération de 4 Français qui n'a vu que pour seul tort d'être Français et de travailler pour des intérêts français à l'étranger. La priorité, y compris le versement d'une rançon ? Il faut garder cette part de mystère, à la limite, et je ne suis pas là pour me faire le juge de négociations secrètes dont l'issue est heureuse. Mais le problème avec les Le Pen, c'est qu'ils finissent toujours par devenir les caricatures d'eux-mêmes. Et lorsqu'on est un responsable public, on garde ses pulsions pour soi. Marine Le Pen, manifestement, n'est pas prête à diriger l'État parce qu'elle privilégie les pulsions à la raison. Donc elle a eu tort de parler de leur apparence physique et de sous-entendre... elle-même d'ailleurs reconnaît qu'elle a eu tort parce que finalement, qu'elle a été maladroite, à 8h du matin, elle nous explique ça, et puis à 11h, elle nous explique qu'elle est maladroite. Il faudrait peut-être soit qu'elle assume ses actes, soit qu'elle mette un petit peu le couvercle sur ses pulsions. On va rester sur le domaine j'allais dire de l'immigration, on va aller sur le domaine de l'immigration plutôt, puisque lors de la dernière affaire, notamment Leonarda, vous avez remis sur la table cette idée peut-être de modifier certaines conditions d'accessibilité à la nationalité, notamment, c'était votre proposition, mais c'est pas encore complètement abouti, puisque vous aurez une convention sur ce sujet. L'idée peut-être de demander aux enfants qui sont nés en France, mais de parents illégaux, de leur imposer un choix à 18 ans. Je vais même au-delà de ça. D'accord, allez-y. Vous n'allez pas être déçus. Je considère que, et c'est une question de bon sens, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est qu'il ne doit pas y avoir de prime à l'illégalité dans notre pays. Et que lorsqu'on est l'enfant d'un parent clandestin... Mais l'enfant, il est pour rien. Attendez, il est très bien. France, donc je rentre dans votre logique. Ouais. Je rentre dans votre logique. Je pose la question. Il suffit, effectivement, d'être clandestin, d'arriver avec son enfant, de le mettre à l'école, et puis, pas de problème, on a des papiers. Non. Mais si, c'est la même logique. C'est-à-dire qu'en gros, sous prétexte que l'enfant n'est pas responsable de ce que font ses parents, à ce moment-là, on met l'enfant à l'école, et puis bien on reste, et puis à 18 ans, l'enfant devient
automatiquement français. Tout ce qui est automatique, c'est comme je vous le disais pour les médicaments, tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur, tout ce qui est automatique n'a pas de valeur. Donc nous faisons une proposition très simple au sein de la droite forte, qui est le premier mouvement militant de l'UMP. Donc il faudrait peut-être écouter davantage. Nous disons qu'il n'y a pas... C'est pour ça que vous êtes invité aujourd'hui. Mais exactement, mais ce n'est pas un reproche que je vous fais. Lorsqu'on est l'enfant d'un parent clandestin, on a vocation à être reconduit dans son pays d'origine, en famille, mais pas comme le fait François Hollande où je ramène la fille et je laisse dehors les parents. Et lorsqu'on est l'enfant... Être reconduit à la frontière, c'est une question effectivement d'immigration clandestine, c'était peut-être le cas de si on a vocation à être reconduit dans son pays d'origine, on ne va pas non plus devenir français lorsqu'on est à l'étranger. Vous êtes bien d'accord, le problème qui se posait, en tout cas les questions qui ont été ouvertes par cette affaire, c'est effectivement l'immigration clandestine, comment on gère les dossiers de demande d'asile, pourquoi c'est trop long, pourquoi il faut 4 ans et demi, ce qui d'ailleurs était le cas sous le précédent quinquennat aussi, quels moyens il faut mettre pour que ça aille plus vite. Mais il n'y avait pas de problème par exemple, dans la famille de Leonarda, personne n'envisageait d'être français. Il n'y avait pas de procédure de naturalisation. Comme il me semble que l'émission ne dure pas 1h30, je vais aller droit au but, parce que chacune des questions que vous avez soulevées, effectivement, mériterait un vrai débat, une vraie discussion, et des vraies propositions que nous avons à chaque fois, rassurez-vous. Mais je vous le dis, il faut avancer avec des principes simples. 1, il n'y a pas de prime à l'illégalité, donc lorsqu'on est l'enfant d'un parent clandestin, on a vocation à être reconduit dans son pays d'origine, sauf conditions... d'asile, justement, il faut réformer le droit d'asile pour répondre plus rapidement et pour ne pas laisser des personnes aux frais de l'État qui attendent leur réponse sur le droit d'asile. Et 2, lorsque vous êtes un enfant de parents d'immigrés réguliers, il ne doit pas y avoir d'automaticité de l'acquisition de la nationalité française. Pourquoi ? Parce que vous devez vous-même faire le choix et la France, pardon de le souligner, mais la France doit aussi pouvoir dire si vous devenez français ou pas. Et pour cela, j'estime qu'il faut que vous maîtrisiez la langue française, que vous ayez un casier judiciaire vierge, parce que je suis contre que l'enfant mineur de parents certes immigrés réguliers et qui ont commis des délits puissent devenir de manière automatiquement française. C'est pas logique, c'est pas sain, c'est une question de bon sens. Cette convention de l'UMP, c'est la date, vous l'avez fixée déjà pour mettre sur la table toutes vos propositions en matière d'immigration. Et nous n'attendons pas les conventions et les symposiums pour mettre nos propositions sur la table. Et d'ailleurs, je vais vous dire, nous n'avons pas attendu non plus cette délirante affaire. Qui est prévue, si, bien sûr, mais nous y participerons. Mais nous n'avons pas attendu cette délirante affaire Leonarda où on a vu à quel point. Il n'y avait aucun rapport d'ailleurs avec la naturalisation. Mais c'est bien pour ça que je dis que nous n'avons pas attendu cette affaire Leonarda pour faire nos propositions. Nous les faisons depuis 1 an. Donc c'est la raison pour laquelle il faut nous écouter davantage. Merci à vous. L'un des cofondateurs de la droite forte, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique et LCI.